Et alors poser la première question à l'auditoire et je vais commencer par Fabrice Cocchio. Fabrice, dans le projet 2020, si j'ai bonne mémoire, il y a quelques mois, quelques années de cela, tu ne voulais pas sortir du périphérique. Or aujourd'hui, nous avons découvert Interxion a développé un data center à Marseille. Et à ma connaissance, Marseille, ce n'est pas dans le périphérique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement de stratégie du groupe Interxion? Alors, ce n'est pas un changement. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer rapidement, parce qu'on est beaucoup ici. Pendant des années, effectivement, ce n'était pas du tout un parisianisme effréné, c'était simplement un constat que les mutations qu'on vivait dans l'informatique et donc forcément à travers les data centers se calaient toujours et encore sur la concentration des réseaux télécoms. Sans réseau, pas de cloud, sans réseau, pas de data center. Et qu'on le veuille ou non, à travers toute l'Europe, le monde, mais bien sûr en France, la concentration des réseaux se fait généralement dans les capitales économiques, donc Paris. Et tu as raison Bernard de le rappeler, j'avais donc fait une sorte de tribune libre en disant qu'il n'y avait pas vraiment de sens, selon nous, pour préparer l'avenir des infrastructures, à ne pas se coller sur ces cœurs de réseau, que ce soit Bruxelles, que ce soit Paris, que ce soit Londres, Francfort, Amsterdam, peu importe, mais en tout cas les capitales qui concentrent ces réseaux. La décision, il y a un peu plus d'un an, puisque c'était en juillet, en août 2014 dernier, l'intention d'investir à Marseille en rachetant un bâtiment de SFR et en le développant avec un investissement de 45 millions d'euros, ne consiste pas à dire tiens, les choses ont changé, mais tout simplement à reconnaître un nouveau fait d'une transition qui va bien au-delà de 2020 ou même peut-être 2030, qui est que d'un marché de ville à ville, on est en train de passer d'un marché de continent à continent, que tu évoquais d'ailleurs, avec l'arrivée des Indiens, des Chinois et ainsi de suite. Marseille n'est pas une ville de province, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Marseille est un aéroport international pour interconnecter l'Europe avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Et ça, c'est pas une déclaration, c'est un fait basé sur l'arrivée, notamment cette année et l'année prochaine, de capacités massives à travers les câbles sous-marins. Pour vous donner juste un chiffre pour exprimer ce qui est en train de se passer, en 20 ans, parce que Marseille a toujours été une ville de transit télécom, en 20 ans, on a posé à peu près 105, 106 terabits de capacité qui atterrissent à Marseille et qui repartent vers les 4 villes que tu citais, c'est-à-dire Francfort, Paris, Amsterdam, Londres. Rien que cette année et l'année prochaine, c'est un peu plus de 100 terabits supplémentaires, donc en moins d'un an, on va doubler la capacité de ce qu'on a mis pendant 20 ans. Et s'il n'y avait que ça ne changerait pas grand-chose. Ça permettrait simplement de faire passer plus de flux, que ce soit des flux vidéo, des flux digital médias. La particularité, c'est que la technologie change et que comme les voitures changent, évoluent, les raquettes de tennis évoluent, et bien les câbles sous-marins évoluent également, et notamment permettent désormais d'abaisser considérablement le temps de latence. Or, le temps de latence, notamment pour le cloud, est devenu critique. Mais il n'y a pas que pour le cloud, c'est également pour l'expérience utilisateur quand on veut distribuer du digital média, quand on veut distribuer des films, quand on veut distribuer du contenu social média et ainsi de suite. Il faut pouvoir l'envoyer très très vite. Deux chiffres, il faut, avec les nouvelles infrastructures, il va falloir 4-5 millisecondes pour faire un Marseille-Le Caire, il faut encore aujourd'hui 6 à 7 millisecondes pour faire un Marseille-Paris. Pourquoi? Parce que les infrastructures de câbles terrestres n'ont pas encore évolué, elles vont sûrement évoluer, mais elles n'ont pas encore évolué. Donc Marseille, d'une ville de transit télécom, est en train de devenir une ville de contenu. Et donc, forcément, si c'est une ville de contenu, il y a une appétence pour déployer des infrastructures, depuis les opérateurs télécoms, les acteurs de digital media, de cloud et ainsi de suite. Je pense qu'a priori, on ne s'est pas trop trompé dans cette analyse, puisqu'on a eu l'honneur le mois dernier d'être désigné par plus de 180 opérateurs télécoms mondiaux lors de l'événement Capacity Europe comme projet européen de l'année. A priori, on doit correspondre à une attente du marché. Alors c'est une chance pour la France, parce que Paris, de par la faiblesse un petit peu de l'économie française, qui a toujours été la 3e ville parmi les 4 grandes en Europe, depuis maintenant 2 trimestres, est passée en 4e position, derrière Amsterdam. Ce qui montre bien que les dynamiques à travers l'Europe ne sont pas toutes égales.
Pardon. Quatrième en termes de part de marché. Hein. En termes de part de marché, c'est-à-dire en data center, j'entends. Hein, quatrième ville de data center, derrière Londres qui trace de 40% de la capacité, derrière Francfort, ensuite Amsterdam et enfin Paris. Au moment où on se déclasse, entre guillemets, apparaît, par chance, les Français ont toujours un peu de chance, on se débrouille toujours bien, apparaît une ville qui a quand même 2600 ans et qui nous permet d'avoir 2 aéroports internationaux de data qu'aucun autre pays européen n'aura. Et ça, je pense que c'est une énorme chance pour la France, pour notre industrie, pour les infrastructures et pour les utilisateurs. Voilà un petit peu pourquoi on est allé. Je te remercie, Fabrice. Je vais rebondir sur la question et je vais me tourner vers, d'une part, Stéphane et les autres membres de cette table ronde. Bon, tout le monde sait, et on voit, il y a un certain nombre de participants qui ont donné leur droit de retrait. Et j'aurais voulu savoir quelles mesures les opérateurs de data center, d'une part, les zones de sécurité, d'autre part, et les bureaux d'études, enfin, ont pris pour sécuriser, dans la situation actuelle, leur data center. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Bien entendu. Sur le plan pratique, le data center tel que de colocation, tel qu'il est représenté principalement aujourd'hui, gère l'hébergement physique, donc ne touche pas les données. En ce sens, on ne s'occupe pas de sécurisation logique. Notre boulot consiste donc à optimiser la sécurisation physique. Et là, il y a 2 éléments principaux qui ont un trait avec l'extérieur, je veux dire, qui est la sécurisation d'arrivée de nos flux, et en particulier électriques, bien entendu. Là-dessus, je ne peux pas beaucoup parler, mais le travail est fait. Et puis, la sécurisation de l'accès des personnes, pour s'assurer que le moins de monde possible puisse rentrer dans le périmètre. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on puisse faire, si ce n'est évidemment de participer avec différents organismes nationaux à apporter de petites pierres à l'élaboration de politiques. Mais comme on ne gère pas de réseau nous-mêmes, écoutez, on n'a pas de sécurité logique par rapport à ça, si ça s'appelle des références. Et si des références à potentiellement quelqu'un qui va donner poser le bon, on sécurise au maximum nos accès numériques. Lazaro, vous qui êtes le président du CLUSIF, vous allez peut-être pouvoir nous dire ce sur lequel votre association est en train de travailler dans ce sujet. Alors, on n'est pas en train de travailler sur ça, ça sera une surprise pour tout le monde. Il y a une raison de base, c'est un credo chez nous, que les tuiles qui nous protègent de la pluie sont mises par temps sec. Ça veut dire si vous ne l'avez pas fait jusqu'à là, ne faites rien. Sécurisez votre personnel, sécurisez vos accès, ce n'est plus le temps de faire. C'est très important que la sécurité soit faite en amont. Nous considérons que la sécurité est un travail continu, est un travail de planification et est un travail d'analyse des risques. Si on redécouvre les risques d'une attaque terroriste aujourd'hui, ça veut dire que cette analyse des risques ne valait pas un clou. Donc ces risques-là ont dû être déjà analysés. Deuxième chose qui a dû être analysée, est essentielle avec le terrorisme, c'est de mettre, une fois les risques évalués, mettre les protections nécessaires. Troisième chose essentielle, les comités de crise. Parce que les attaques arrivent, qu'ils soient logiques, qu'ils soient physiques. Et nous insistons beaucoup sur cette partie qui est purement humaine, qui ne touche ni les données, ni l'infrastructure. Et surtout, moi je le constate chez les sociétés fournisseurs de data centers, il y en a quand même quelques-unes qui sont inclusives, j'espère que tous les autres vont adhérer, mais il y a toujours ce schéma de connexion avec les clients qui est essentiel parce qu'il y a
Je veux dire, une attaque terroriste produit beaucoup de choses, dont la mort d'une personne qui gérait la relation, par exemple. Je veux dire, ça ne s'improvise pas. Donc j'insiste avec les critères sécurité, faites votre analyse des risques, pas sous pression, mais calmement. Installez les processus qui vont bien, et puis au moment de la crise, ajustez-les grâce à un comité de crise que vous avez défini et dont les fonctions sont bien précises. Merci beaucoup. Donc je voudrais maintenant évoluer vers une question à Robert. Comment les projets de data center vont-ils s'adapter à l'incertitude que posent les nouvelles technologies et notamment le cloud sur les dimensionnements? Alors, les solutions, le portefeuille de solutions offerts aujourd'hui aux utilisateurs finaux de data center est en expansion rapide. On voit bien sur les couches physiques, il y a une offre de colocation qui est de plus en plus aboutie. Sur les couches logiques, on a le cloud, tout ce qui est avec le corollaire du cloud, ce qui est l'IaaS, le SaaS et ce type d'infrastructure. Vous avez pour les utilisateurs propres d'infrastructures data center aussi une offre de solutions nouvelles ou pas nouvelles mais qui sont en train de s'industrialiser de plus en plus efficaces, telles que les containers ou bien même la conception traditionnelle des data centers qui est en train de elle-même à l'intérieur de plus en plus modulaire. Et donc, l'avènement des nouvelles technologies dont on vient de parler, notamment sur les couches logiques, le cloud, qui est une alternative à l'hébergement physique du serveur, puisqu'on peut loger les serveurs d'une façon dématérialisée, entraîne au sein des DSI une incertitude sur le dimensionnement en nombre de serveurs, en nombre de disques, en nombre de baies réseaux, dont ils vont avoir besoin, et ils ont du mal aujourd'hui à faire un schéma directeur sûr, à présenter à leur direction générale sur des horizons de 5, 10, 15 ans. Et donc, l'industrie du data center, qu'elle soit mutualisée ou qu'elle soit en propre, doit s'adapter à cette incertitude. Et donc, on voit apparaître tout un tas d'outils qui permettent d'apporter une flexibilité dont a besoin cette industrie. Avant de passer la parole à l'Assemblée, je voudrais revenir sur un des points que André a évoqué tout à l'heure sur le développement des projets de normalisation. Je sais qu'aujourd'hui, et nous avons le président de l'Association européenne des data centers, je sais qu'il y a un travail collectif qui a été mis en œuvre par les différentes associations européennes, le CESIT en France, sous la coordination de l'Association européenne des data centers. Et je voudrais que Philippe nous en parle un peu. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du développement des projets de normalisation et de recherche-développement au niveau européen? Donc, tous les deux, si vous pouvez nous amener une réponse à cela. Je peux commencer peut-être au niveau français. Oui, je ne sais pas si... J'en ai souvent discuté avec Fabrice, avec Stéphane, je suis impliqué moi, dans les comités de normalisation depuis pas mal d'années. Et on était, au niveau français, très mal représenté. Donc, on était représenté comme pour une partie, je dirais, du data center. En l'occurrence, nous, au Gimelec, notre force, c'est bien cette présence historique qu'on a dans la normalisation. Et on a surtout des gens qui sont sur l'infrastructure. Et il nous manquait un peu une compétence, je dirais, tout le reste, en quantité, monitoring, cooling, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, on a en plus, je dirais, la chance, nous, au Gimelec, grâce à notre introduction dans l'organisation, on a aujourd'hui la présidence, par le biais de l'AFNOR, de ce qu'on appelle le comité de coordination européen sur les grilles data center. Alors, ce comité, à l'origine, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, puis finalement, ça devient aujourd'hui un petit peu l'endroit où on harmonise les différentes initiatives européennes, où on en discute, on ne fait pas de dons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous, donc la France, qui avons cette présidence, enfin, en l'occurrence, c'est moi qui suis le président de ce groupe-là,
Et on a des représentants de la Commission, des projets FP7 dont on a parlé tout à l'heure, du code de conduite, de tous ces gens-là. Donc ça, c'est très important. Donc on a cette compétence sur le métier IT nous manquant, on a mis sur pied un think tank et auquel toutes les sociétés qui sont autour de moi participent, avec pour but de venir complémenter un petit peu notre connaissance qu'on avait nous au GIMELEC et faire en sorte, quand on intervient au niveau européen, de couvrir tous les sujets. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est normalisation de projet R&D ne traite plus que de la partie électrotechnique, électrique ou autre, on traite de systèmes, ce qui demande des compétences, je dirais, multiples sur un data center en l'occurrence. Et on avait besoin, je dirais, au niveau français, de travailler ensemble, en fait, de façon à ce qu'on puisse parler d'une voix. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on va au niveau de la Commission européenne de voir deux Français dans la même pièce et qui ne sont pas des mêmes avis. Donc on se rend compte que les Allemands savent très bien le faire. C'est souvent, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des 3 dernières années, on a fait beaucoup d'efforts et qu'aujourd'hui, bon, comme je dis, moi, s'il va y avoir des sens sur les murs, que ça se passe ici. Et après, quand on monte au niveau de la Commission, les organismes européens, ben, c'est bien qu'on parle d'une seule voix et qu'on se soit, je dirais, mis d'accord sur des sujets. Donc, on a la chance d'avoir, nous, cette présidence, donc, qui est française et donc c'est une bonne chose. Donc allons-y, profitons-en, essayons de travailler en amont et de façon à ce qu'on va remonter, qu'on puisse, je dirais, avoir tous un avis concerté et unique. Je peux que concourir. Le CESIT a vocation à animer la communauté des métiers françaises et francophones. Donc à chacun ses étages, Stéphane pourra reprendre l'étage européen. Un mot quand même là-dessus, parce que c'est un peu plus important qu'il y paraît. Je dis souvent que le CESIT c'est une association paradoxale, parce que les data centers sont souvent, si ce n'est des sociétés secrètes, au moins des sociétés discrètes. Or, leur importance croît de façon exponentielle à travers le tout numérique. Du coup, leur visibilité s'augmente et du coup, les critiques ou en tout cas les questions, maladroites ou non, sont de plus en plus nombreuses. Ça veut dire qu'on a aussi un devoir, nous, d'aller, paradoxe, doxa en grec, c'est l'opinion, d'aller contre l'opinion. Quand on a une communauté professionnelle, ça veut dire s'assurer que les bonnes pratiques ont été soumises à la critique de l'ensemble des membres et que quand elles sont portées sur la place publique, elles sont solides, sérieuses, validées. Et puis ça veut dire être capable de s'offrir comme une interface pour le grand public, cultivé ou non, qui se pose des questions sur nos métiers, sur notre efficacité énergétique, sur notre empreinte carbone, sur notre éco-citoyenneté. Donc c'est pour ça que le CESIT fédère non pas uniquement les contracteurs de la colocation neutre représentés ici, mais toute la communauté de métiers, de la construction à l'exploitation, toute la chaîne de valeur qui permet qui est celle des activités data center. Ça c'est le premier point. Sur la dimension européenne, nous avons en nous un créneau qui est que point de l'esprit clocher. Je pense que beaucoup de choses sont convergentes, y compris à l'échelle européenne, et on en a fait l'épreuve il n'y a pas très longtemps, puisque le 25 novembre dernier, précisément au même endroit, nous réunissions un premier atelier dans l'européen avec 4 autres associations européennes qui étaient venues interroger ceux de nos membres dont la taille est déjà internationale. Et on s'est aperçu rapidement que les particularismes français étaient mineurs, mais que les sujets de préoccupation, notre première question c'était « What keeps you awake at night ?» Qu'est-ce qui vous maintient éveillé la nuit? Et à l'échelle européenne, dans nos métiers, c'est l'exigence sans cesse accrue de flexibilité, de scalabilité, qui a un impact énorme sur la gestion des essais, sur la politique contractuelle, sur le déploiement des services, etc. Et ça impacte toute la chaîne, de la conception du data center, souvent de plus en plus modulaire, jusqu'à son exploitation et l'intégration de la chaîne IT dans la capacité à maintenir et à aider les grands acteurs de la place. Donc, j'aurais envie de dire, avant de céder la parole à Stéphane, que méfions-nous des particularismes locaux qui sont souvent l'arbre qui cache la vraie forêt. Voilà. Stéphane, si tu veux ajouter un mot, par contre. Je confirme complètement. On s'en est rendu compte à l'European Data Center Association vraiment il y a très peu. Chaque fois que quelqu'un commence à dire qu'il faut vraiment qu'on défende ça sur le plan européen, on s'aperçoit que ça touche vraiment tous les pays. Et
il y a un point qu'il ne faut pas oublier, qui est que le marché est international, mais néanmoins tous ici dans cette pièce, on a vocation à acquérir du business en France. Et se pose la question qui a été défendue par différentes personnes dans cette pièce et même par André ici, de l'attractivité de la France sur les marchés internationaux. Lorsque des grands clients de cloud mondiaux, c'est-à-dire pour le moment américains, mais peut-être chinois bientôt, viennent s'installer en Europe, ils doivent décider où ils le font. Et là, charge à nous d'essayer de faire en sorte de les attirer en France, parce qu'évidemment, tout le monde dans cette pièce y trouvera son intérêt. Et là, il peut y avoir des éléments où on n'est plus complètement pan-européen, mais où on va chercher à mettre en avant les avantages qu'on a en France. Et là, il faut qu'on puisse avoir un certain poids en France également. Et je pense bien entendu au coût d'électricité, qui a longtemps été un avantage. On a beaucoup de désavantages en termes d'image en France aux yeux des grands investisseurs et des grands clients internationaux. Il faut qu'on la compense par quelque chose d'autre. La facilité de faire du business n'est pas quelque chose qui va la compenser, donc on trouve encore quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est peut-être une position centrale sur le plan géographique, mais on a eu longtemps un prix d'électricité plus bas que tout le monde, grâce au choix de mix énergétique qui ont été fait dans le passé. Il se trouve que c'est plus bien. Ça, c'est vraiment dommage, et on va tous en pâtir, et on a collectivement été mauvais en n'arrivant pas à faire entendre notre voix. Ça commence à revenir, les gens qui posent des questions par différents canaux, d'ailleurs, tous plus étranges les uns que les autres. Ça veut dire que je pense qu'on doit tous ensemble faire comprendre qu'on devrait, data center, pouvoir avoir accès à des tarifs qui permettent d'être compétitifs sur le plan national. Je te remercie Stéphane, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est avec quelque chose qui avait été fait, qui était absolument fantastique, sous l'égide du GINELEC, qui s'appelait France Data Center, je crois, auquel avaient participé au moins 4 personnes de la table ronde ici, et qui malheureusement n'a pas vu le relais auprès des autorités, parce que ce genre de document, c'est également au niveau des autorités politiques, ce que font dans un grand nombre de pays les gouvernements, et qui n'ont pas eu le support. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, à réactiver ce document, à réactiver cela, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la France est sous la binoculaire d'observation d'un certain nombre de pays dont je parlais tout à l'heure. Je rentre d'Asie et indiscutablement, aujourd'hui, la France est observée parce qu'on fait partie des 4 plus grands pays de data center en Europe. Ce n'est pas la priorité où ils vont, mais ils veulent venir. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être fait au niveau des associations européennes, des associations françaises notamment. Je peux répondre à ça si tu veux. Oui. Oui, c'est une bonne question. Alors, effectivement, ce document qu'on avait travaillé il y a 6-7 ans. 6 ans. 6 ans, oui. C'était sous un ancien gouvernement. On avait travaillé à l'époque avec les personnes qui étaient là. Bon, il s'est avéré que ces personnes sont parties, donc c'est un peu passé à tirer à la trappe. Ce document, donc, qui existe toujours, mais qui est un peu obsolète, donc on est en train de le retravailler, donc avec un groupe de travail auquel, je dirais, quasiment toutes les sociétés qui sont là participent. Donc le but étant, je dirais, Alors, quand on déroule sur ce plan, on se rend compte que c'est très compliqué en fait, parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a les taxes, il y a le coût de l'énergie, mais il n'y a pas que ça. Il faut, quand on travaille avec le gouvernement, il faut montrer ce qui est effectivement négatif, mais aussi ce qui est positif. Donc il faut qu'on fasse un document, et on a pas mal échangé avec Stéphane en particulier là-dessus. Donc on va essayer de le formaliser. Moi, on en a parlé encore hier. Je souhaitais qu'on organise une réunion avant la fin de l'année pour qu'on puisse commencer à bâtir un peu une structure, pas de tout le détail, mais qu'on voit qui va s'y coller, et sur quel paragraphe. Voilà, de façon à ce qu'on puisse en France arriver à un document qui soit
Vas-y Stéphane, tu as quelque chose Moi, juste un commentaire. C'est nécessaire, mais c'est compliqué. C'est très compliqué pour une raison assez simple finalement. C'est qu'on agit tous essentiellement pour construire de l'infrastructure. De l'infrastructure, c'est du temps long. Avant d'être des voitures, il faut construire des autoroutes. Et la problématique que l'on a, quelles que soient les tendances politiques de nos gouvernements, c'est qu'on est rentré dans un monde du temps court. Donc il est très compliqué de porter un discours sur le temps long avec des attentes de temps court. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est force de constater que, par exemple en France, et je n'ai en rien une quelconque situation, mais quand on parle du numérique, on va toujours nous sortir mythique ou ventulé.com. Ce sont des fabuleuses entreprises, et tant mieux, mais on est à des années-lumière de ce qui est en train de se mettre en place au niveau infrastructure dans le monde, y compris dans les marchés émergents. Et ça, c'est la véritable difficulté que nous avons vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment français, alors que très clairement, comme André le soulignait, l'Union européenne est beaucoup plus visionnaire sur ce qui représente ces enjeux majeurs d'attractivité de l'Europe en général, et donc les parler des pays européens en particulier. Faisons confiance à l'Europe pour porter ces discours importants, si malheureusement, sur les 10 dernières années, force est de constater que nos différents gouvernements français n'ont pas été forcément très réceptifs et ne seront peut-être pas plus demain. Donc ça, c'est à mon avis, c'est pour ça qu'il est fondamental de travailler au niveau européen, mais sur une base par pays, parce que c'est là que ça va se passer. C'est uniquement là que ça va se passer, et il faut quand même le souligner, un certain nombre de nos partenaires européens, je vais commencer par la Hollande, que je connais très bien, parce que nous avons notre siège social à Amsterdam, sont rentrés déjà dans une programmation étatique de l'infrastructure numérique, et depuis des années, où ils disent grosso modo les Hollandais, c'est un tout petit pays, hein, mais très malin, en disant on a le port pour les marchandises, c'est Rotterdam, on a le port pour les passagers, c'est l'aéroport de Schiphol, on va avoir le port pour les data demain, ce sont les data centers, et quand vous êtes dans un pays aussi dense que la Hollande, on ne met pas des data centers n'importe où dans la Randstad Hollande, donc ça se programme au niveau urbanistique, ça se programme au niveau énergétique, ça se programme au niveau de l'approvisionnement énergétique, pas simplement de la distribution de l'électricité, et ça se programme aussi au niveau de la formation des hommes. Ça, on a déjà des partenaires européens, des amis européens, qui sont rentrés dans cette dimension-là. On en est à des années-lumière en France. Ah, ça, c'est clair. On se bouge un petit peu. Ça, c'est clair, parce que si on regarde ce qui se passe actuellement en Europe, et moi je vois depuis des années, des pays membres de la communauté européenne qui font la promotion, et nous voyons pourquoi les géants d'Internet vont chez eux, parce qu'ils ont su promouvoir leur pays. Tu disais très justement, Stéphane, que nous avions pendant des années eu les meilleures écoles d'ingénieurs, pratiquement européennes, mais l'électricité la moins chère. Au niveau technologique, nos data centers étaient en avance. Alors, regardons le nombre de prix que des data centers en France ont reçus, et on n'a pas su exploiter, grâce aux autorités politiques, cette chose. C'est pour ça qu'il me semble que si un effort doit être fait collectif ici, à mon avis, il faut d'abord qu'il porte, non pas chercher des clients qui viennent s'installer en France, ça, on sait pas. C'est le gouvernement doit le faire, éventuellement. Nous, faites-nous confiance, on le fait. Simplement, il faut que l'État français retire un certain nombre de fonds. Donc je pense que notre effort doit porter sur convaincre, apprendre au gouvernement français. L'effort collectif qu'on peut faire. Si on en comme ça, je pense qu'on a un peu de choses. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a dans l'assistance un certain nombre de questions qui veulent être posées? Ici. Est-ce qu'on peut passer le micro? Voilà. Merci, bonjour. Nicolas Audet, Société CS. J'ai une question pour Stéphane, c'est une question très bête, sur les tarifs de l'électricité, parce qu'en fait, je n'ai pas compris. Moi, quand je regarde les tarifs en France et les tarifs d'autres pays, je trouve toujours qu'en France, c'est beaucoup moins cher. Alors, je n'ai pas compris quelque chose, mais... Alors, il y a deux choses. Première chose, c'est vrai, globalement vrai. Il y a des exceptions. Aux Pays-Bas, alors que les gars n'ont pas de l'énergie d'eau électrique, bon, évidemment, ils n'ont rien.
l'électricité est moins chère qu'en France. Le point est qu'on avait à une époque un vrai atout avec le prix de l'énergie qui compensait nos désavantages d'image, parfois réels, sur le plan business. On arrivait quand même à avoir un mix qui était fondable, entre guillemets. Ce gap est en train de disparaître, on est en train de perdre cet avantage, sans pour autant faire des avantages, et là ça commence à devenir vraiment très problématique. Peut-être juste un complément, et bien sûr c'est totalement vrai. Le problème, encore une fois, ça c'est un mal typiquement français, c'est l'incertitude prévisionnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète des kilowattheures, il faut pas oublier une chose, hein, les acteurs de data center, mutualisés ou pas, on ne cherche pas à acheter toujours moins cher, hein, puisqu'in fine, on refacture nos propres clients. Donc on ne fait que passer le plat, entre guillemets. Donc c'est forcément dans l'intérêt du client final qu'on s'en préoccupe. Mais aujourd'hui, quand on achète un kilowattheure, 60% du coût, depuis que c'est maintenant dérégulier à la fin de cette année, on peut travailler dessus, 40% du coût, c'est la taxe. Alors les taxes diverses, pour financer des tas de choses comme d'habitude. La problématique, c'est que nous n'avons aucune vision de ce qui va se passer sur cette évolutivité des taxes, qui n'ont fait qu'augmenter, la fameuse CSPE qui maintenant va être retirée pour remplacer par autre chose. Après, on dit, bah, tiens, on fait ça, on va faire du plafonnement. Si vous arrivez à un certain nombre de gigawattheures, je crois que c'est 7 de mémoire, par an, sur un site donné, on peut. Enfin bref, on est en train de faire une usine à gaz, c'est le cas de dire, qui est complètement incompréhensible quand vous êtes un client africain, un client californien ou un client de Shanghai. Ils ne comprennent rien. Et quand, encore une fois, de nos jours, il ne faut pas oublier qu'on va dans les data centers, on construit des data centers pas pour 6 mois, on le fait pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si on doit faire un choix et qu'on ne sait pas du tout, comme d'habitude, où on va, pour le client final, c'est catastrophique. Donc l'incertitude, l'absence de planification, c'est pour ça que dans le cas du Chimélec, mais aussi du CESIT, on porte justement cette volonté d'avoir une lisibilité. On ne demande pas forcément à ce que ça soit moins cher, on demande d'avoir une lisibilité de ce qui va se passer. Mais ça, c'est quelque chose qui dépasse largement en France, la problématique du coût de l'électricité. Le rôle des ingénieries par rapport à ça, c'est quand même d'offrir des instruments de flexibilité par rapport aux besoins que Fabrice fait émerger. Et encore une fois, les industries, que ce soit les fournisseurs d'infrastructures électriques ou autres, mais également d'autres acteurs de la finance, par exemple, sont aujourd'hui en train de proposer des instruments qui permettent de pouvoir concevoir un projet qui apporte cette flexibilité nécessaire sur de longues périodes. Donc nous, on doit être en avance de phase par rapport à ces besoins exprimés et proposer au marché des solutions qui permettent cette flexibilité. Oui, mais encore une fois, et tant mieux, heureusement qu'on a des experts pour nous aider, mais on guérit un mal qu'on a créé. Faisons simple, et les gens ont des de mal. Tout le monde est bien de du temps. Tu peux. On va conclure rapidement. André, conclusion sur ce sujet-là, ben, la conclusion, c'est que la conclusion, je crois, c'est qu'effectivement, on a une assiette qui est pleine d'opportunités, je dirais. Donc, moi, je suis d'accord avec Fabrice, ce qu'il disait, c'est qu'on a un mal fou à lire ce qui va se passer et à essayer de l'établir. Il y a un autre sujet qui se pose, c'est que méfions-nous aussi de ce qui peut arriver avec les émissions de carbone. Donc, aujourd'hui, nous, souvent, on nous a mis en avant en France parce qu'effectivement, on a très peu d'émissions de carbone. Mais à contrario, aujourd'hui, dans le sens de mesurer le pourcentage d'énergie renouvelable et énergie fossile versus autre chose. Donc on est, faire attention qu'on ne se fasse pas plomber et on essaie d'œuvrer là-dedans. Donc moi, chaque fois que j'interviens, je fais en sorte que, pour votre information, il y avait une métrique qui devait sortir il y a 2-3 ans où le nucléaire était plombé concrètement. Donc moi, je suis intervenu ce jour-là, j'étais là, la chance, c'était à Francfort, et je m'y suis opposé. Ce qui fait que ça a été, j'ai dit, moi je veux bien qu'on mesure la partie fossile ou la partie renouvelable ou pas, mais mesurons aussi les émissions de carbone parallèlement, donc, parce que sinon on est parents des deux côtés. Donc ça permet d'arrêter ce truc-là. Mais je crois qu'il faut mon message, c'est qu'on travaille ensemble, que chacun avec ses compétences, ses qualités, et puis qu'on continue à travailler en particulier avec les jeux en France pour essayer de leur faire comprendre tous ces problèmes-là. Et toute l'équipe à Macron, parce que c'est là que tout se passe. Et ils sont souvent dans l'action, donc quand ils nous appellent, il faut répondre tous les jours. Donc c'est tout.
c'est toujours unilatéral, il n'y a jamais de retour, et c'est un peu la difficulté qu'on a. Il faut continuer. Voilà, il faut, et ce que souhaite l'équipe Macron, ça c'est aussi quelque chose qu'ils nous ont dit à nous, Gimelec, c'est plutôt que de venir nous voir à 15 personnes avec chacun un avis, venez en parlant d'une voix, sous une entité française, en fait, peu importe le nom, mais au moins dites-nous ce qu'il en est, et puis on fera en sorte de vous aider là-dessus. Voilà. Donc, c'est bon. Oui, disons, une opinion tout à fait personnelle, l'électricité pour moi c'est un mauvais combat. Simplement parce qu'il y aura la COP 21, après il y aura la 22, après il y aura la 47. En passant notre temps à discuter l'équilibre carbone, il va falloir que les data centers se mettent à produire sa propre énergie. On est dans un terrain trouble. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que comme pour beaucoup de choses, par exemple pour les pantalons et les chemises, la chance de la France est toujours dans la qualité. Or, aujourd'hui, il y a des data centers de qualité. Je crois que l'amélioration non seulement de la sécurité réelle, mais de la visibilité de la sécurité d'un data center améliore son marketing. Mais en plus, je crois qu'il faut saisir la chance de l'annulation du Safe Harbor. Ça veut dire qu'on ne peut plus si facilement exporter des données aux États-Unis. Il y en aura de plus en plus de problèmes avec cette exportation des données vers des pays qui sont très bons marchés, mais dont la production de ces données n'est pas assurée. Donc je crois que donner la visibilité de la qualité des data centers, et en particulier de son bon niveau de gestion de la sécurité, est un argument marketing qui peut peser. Philippe? Je peux que rejoindre mon voisin là-dessus, c'est aussi une des grandes résultantes, et pour le coup pan-européenne, des collègues qui sont venus nous faire l'honneur de la visite la semaine dernière. Ils sont absolument d'accord, c'est un sujet. Mais là aussi, on est peut-être même en avance de phase sur, un, l'information de nos politiques et décideurs, deux, sur l'opinion publique. Le sujet est extrêmement brûlant en Allemagne, par exemple, quand il reste, j'allais dire, sous la ligne d'horizon en France. Mais à nous d'organiser la promotion de l'ensemble de notre filière avec ses qualités propres, et celle-là, je vous rejoins pleinement, on fait partie absolument. Merci, messieurs. Merci Bernard. Merci Bernard. Merci.